Tout à l'heure, Bernard Volker évoquait le commando très sophistiqué qui a pu pratiquer ce quadruple attentat, puisque quatre avions ont été détournés, les 4 se sont écrasés. On savait que dans les 2 premiers, il y avait 156 passagers, et on vient d'apprendre que dans les 2 autres, il y en avait 65 dans l'un et 45 dans l'autre, donc 110. Il y a au moins 250 victimes, donc, qui étaient les passagers de ces 4 avions de ligne américains détournés. Des images qui nous viennent, on parlait donc de ce commando sophistiqué, pour l'instant pas de revendications crédibles, simplement des pistes, et les enquêteurs du FBI sont partis dans le monde entier pour essayer de trouver quelque chose. Des images que nous avons reçues tout à l'heure, des scènes de joie des Palestiniens à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem-Est, des scènes de joie des Palestiniens après avoir vu ces 2 symboles de l'Amérique qu'ils détestent détruits, le World Trade Center et une partie du Pentagone qui brûlait toujours il y a quelques instants. Pourtant, Yasser Arafat lui-même a condamné cet attentat. Il l'a condamné, ce quadruple attentat. Il l'a condamné très fermement. Je ne sais pas si on va l'entendre. On le réentendra tout à l'heure. Ça peut être. On va revenir avant Bernard Volker. Bernard, quand on voit ces scènes de joie, on peut imaginer que c'est un mouvement pro-palestinien qui a pu faire ça. Oui, on peut l'imaginer, mais ces scènes de joie sont quand même assez limitées. Si vous regardez bien, il s'agit de quelques jeunes gens excités, il ne s'agit pas d'un défilé d'une grande partie de la population qui se réjouit de cet attentat. Je crois que la caméra la focalise un peu trop sur quelques manifestants qui n'ont pas l'air d'être très nombreux. Mais c'est vrai que les frustrations des Palestiniens, à cause du soutien inconditionnel, d'après eux, accordé par les États-Unis à Israël, c'est vrai que ces frustrations ont maintenant atteint un degré très important et que, logiquement, les Palestiniens extrémistes pourraient être derrière ces attentats. Mais que pourraient-ils gagner à ces attentats ? Rien du tout, parce que les Américains détiennent quand même la clé de la paix au Proche-Orient. Ce sont eux qui financent quand même indirectement Yasser Arafat. Le principal interlocuteur américain de Yasser Arafat, c'est quand même depuis 2 ans le directeur de la CIA. Vous imaginez bien que les agents américains et israéliens sont infiltrés partout dans l'autorité palestinienne. Donc on ne voit pas très bien comment une opération aussi sophistiquée aurait pu être montée par des Palestiniens, en tout cas des territoires occupés. C'est pour ça que l'on pense plutôt à Osama Bin Laden. Tout à fait. On en reparlera tout à l'heure avec Ulysse Gosset. Auparavant, je crois que nous avons en ligne au téléphone quelqu'un qui a vu les appareils se percuter le World Trade Center. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu? Oui, justement, nous sommes au 32e étage de notre bâtiment, environ 2 kilomètres de là où les événements se sont produits. Et lors le premier avion, quand moi je suis arrivée personnellement, le premier tour était déjà en feu. Et donc justement, on regardait évidemment par la fenêtre et on a vu un autre avion qui arrivait comme ça, très bas et qui volait et qui a fait le tour du bâtiment et justement qui a percuté et traversé en fait le bâtiment avec une énorme boule de feu. Et évidemment, on ne pouvait pas croire nos yeux en fait en voyant ça parce que nous avons vu l'avion arriver et percuter le bâtiment. Est-ce que vous avez vu des débris de l'appareil tomber dans les rues? Bon, on imagine le drame terrible dans la tour et l'effroyable catastrophe que ça a pu se provoquer, mais il y avait du monde, je suppose, dans les rues à cette heure-là. Il était environ 9h30. Oui, tout à fait. En fait, mais de là où nous étions, en fait, d'un tour en fait très haut placé, nous avons vu évidemment les débris tomber, mais nous n'étions pas dans une position de voir exactement ce qui se passait dans la rue en dessous. Mais en tout cas, il est clair que d'après tous les reportages locaux et tout ça, qu'il y avait des personnes qui étaient justement là à ce moment-là et qui n'attendaient pas du tout le deuxième percussion parce qu'on pensait que c'était un accident, le premier avion. Personne pensait que c'était un attentat dès le premier avion, en fait, et tout le monde regardait comme si c'était un accident qui se sont produit par hasard. Et avez-vous vu ensuite les tours s'effondrer? C'était une demi-heure après, à peu près. Oui, environ. tout à fait. Nous avons vu les 2 tours s'effondrer. Et il est clair que disons pour nous, les tours se sont effondrées du centre et qu'il s'agissait de charges peut-être qui étaient mises dans les bâtiments. En tout cas, des tours se sont effondrées tout d'un coup et nous regardions par la fenêtre à ce moment-là. Est-ce que la zone dans les rues, est-ce que les rues avaient déjà été évacuées au moment de l'effondrement? Non, pas du tout. Non, disons que là, c'était en train de s'évacuer. Mais les gens couraient dans tous les sens et en fait, même les tours eux-mêmes, les personnes qui étaient dans les tours, parce qu'ils sont arrivés à notre bureau après, ils ont dit que les tours n'étaient pas évacués tout de suite, le deuxième tour, au moment le deuxième avion. Et en fait, l'évacuation
a vraiment commencé à pur et dur après le deuxième avion. À l'heure qu'il est, Madame, 4 heures après la catastrophe, c'est toujours la panique à New York? Oui, c'est assez de panique et tout le monde est assez mal à l'aise, même ceux qui sont à distance. Il y a de la fumée partout et c'est en fait la panique et l'angoisse et aussi beaucoup de colère qui monte. Eh bien, je vous remercie pour ce témoignage. Et comme il est tout juste 19 heures en France, eh bien, pour ceux qui nous rejoignent, je vous propose de revoir. Nous sommes à l'antenne depuis un peu plus de 14h30 cet après-midi, juste après les deux catastrophes qui se sont produites. L'une au World Trade Center, 2 avions qui ont percuté les 2 tours du World Trade Center, qui étaient bondés à cette heure-là. Il était 9h30 du matin à New York, le symbole de la puissance financière des États-Unis. Ces tours se sont effondrés quelques secondes plus tard. Un autre avion de ligne détourné par des terroristes s'est écrasé sur le Pentagone, où il y a aussi des victimes, et le Pentagone est toujours en flammes. Je vous propose de revoir ces images tout à fait dramatiques, si vous venez de nous rejoindre, avec Véronique Lafont. Il est 9h ce matin à New York quand un premier avion percute l'une des tours du World Trade Center en plein cœur de Manhattan. 18 minutes plus tard, en direct devant les caméras de télévision, un deuxième avion s'encastre dans le 2e bâtiment des Twin Towers. D'importants nuages de fumée se dégagent. Une heure après, et les images sont apocalyptiques, les tours s'effondrent l'une après l'autre. « 25 000 personnes se trouvaient dans les bâtiments au moment de l'attentat. Impossible de dresser un bilan, le maire de New York parle d'un nombre terrifiant de morts. Scène de panique en plein cœur de New York, des centaines de personnes courent dans tous les sens. Presque simultanément à Washington, 2 explosions secouent le Pentagone, l'équivalent du ministère de la Défense en France. Selon la chaîne Sky News, c'est un avion de ligne qui se serait écrasé. Et le scénario cauchemar n'est pas terminé. 2 heures après le déclenchement de ce que certains appellent déjà un acte de guerre, un Boeing s'écrase près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Au total, 4 attaques terroristes aériennes et ce soir, les États-Unis sont pratiquement coupés du monde. Tous les aéroports du territoire américain sont fermés et les vols annulés. En Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France notamment, ont également annulé tous leurs vols vers les États-Unis. Et puis d'autres mesures, la Lufthansa, la compagnie allemande, a annulé ses vols, elle, vers Israël, vers la Jordanie également, et on apprend à l'instant que Israël a décidé de fermer son espace aérien à tous les appareils étrangers. Je vous rappelle aussi, et si vous venez de nous rejoindre, vous ne le savez pas, qu'en France, le ministre de l'Intérieur, à l'issue d'une réunion du gouvernement à l'hôtel Matignon, puis d'une rencontre avec le président de la République à l'Élysée, la France a décidé de remettre en vigueur son plan Vigipirate, un plan Vigipirate renforcé. On a vu dans ces images terribles des avions qui ont percuté les tours, des tours qui, une demi-heure après, se sont complètement effondrés. À l'intérieur, il y avait 25 000 personnes au moment de la catastrophe. Quelques-unes, plusieurs centaines sans doute, ont pu être évacuées. On va voir quelques images de ces évacuations de ces tours avant qu'elles ne s'effondrent. Images commentées par Sylvie Sancy. Nous sommes ici à quelques mètres seulement de la tour sud du World Trade Center. Il est environ 16h heure de Paris et cette dernière vient de s'effondrer comme un château de cartes. Le travail des sauveteurs devient à ce moment quasi impossible et de toute façon extrêmement difficile et périlleux. Bizarrement, on le voit sur ces images, les murs du sous-sol sont restés intacts, mais les gravats qui jonchent le sol et les vitres en miettes témoignent, s'il en était besoin, de la violence terrifiante de l'impact, puis ensuite de l'effondrement. Les sauveteurs se sont donc introduits dans les entrailles de la tour, à la recherche hypothétique, selon eux, de quelques survivants. Leur progression est très lente, rendue pénible par l'obscurité et par les débris qui peuvent s'effondrer sur eux à tout moment. Ils se repèrent au bruit, espérant entendre un cri, un appel. Ce soir, des renforts et des chiens venus de l'ensemble des États-Unis sont attendus encore et toujours, même s'il n'y a plus vraiment d'espoir de retrouver des survivants dans les 2 tours du World Trade Center.
sans doute pas de survivants dans ces deux tours, ou au moment du crash des deux avions qui ont été percutés de plein fouet ces deux tours. Sans doute aux commandes il y avait des terroristes qui avaient détourné ces deux avions de ligne. Un troisième avion de ligne détourné, je vous rappelle, s'est écrasé sur le Pentagone, et un quatrième en Pennsylvanie. Il y a au moins 400 victimes rien que dans ces avions, et sans doute plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers d'autres dans ces deux énormes tours, le World Trade Center, parmi les plus hautes du monde, 410 mètres de haut, 2 fois la tour Montparnasse. Le président Bush, tout à l'heure, on l'a entendu, il était en Floride, il a aussitôt dit son horreur devant un pareil attentat terroriste, et à l'heure qu'il est, il y a toujours des scènes de panique. Vous le voyez, des hôpitaux improvisés dans les rues de New York. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu de telles scènes au moment où, encore ça, ce sont des images qui ont été enregistrées dans l'après-midi, avant l'effondrement de la tour, au moment où des gens quittaient encore, avec quelques sauveteurs, ce World Trade Center, qui s'est complètement effondré comme un château de cartes quelques minutes plus tard. Ulysse Gosset, le président Bush était en Floride, on a dit qu'il rentrait sur Washington, et on vient d'apprendre qu'il avait décidé de ne pas rentrer à Washington. Avez-vous des informations là-dessus ? Oui, de façon surprenante, et peut-être qui traduit bien le climat qui règne, la tension et les menaces qui continuent de peser sur les États-Unis. Le président a interrompu son voyage, si l'on peut dire. Il s'est posé sur une base de l'Air Force en Louisiane, la base de Barksdale, et c'est là qu'il est actuellement. Il s'est posé à bord d'Air Force One il y a peu de temps, et il a fait une courte déclaration dans laquelle il a affirmé que les militaires américains et que l'armée américaine étaient en état d'alerte maximum. Il a affirmé également que les mesures avaient été prises pour assurer la sécurité des États-Unis et pour protéger le peuple américain, a dit George Bush, en poursuivant et en disant qu'il ne fallait pas se tromper, que les États-Unis allaient tout faire pour arrêter, poursuivre et punir les responsables de ces actes de terrorisme. Et donc la nouvelle quand même importante, c'est que le président des États-Unis s'est posé en Louisiane et que contrairement à ce qui avait été annoncé un peu plus tôt, il ne rentre pas sur Washington. Sans doute le temps pour les services de sécurité, pour les militaires, de s'assurer qu'il n'y a plus aucun danger autour de Washington, qu'il n'y a plus de risque et que le président va pouvoir rentrer donc un peu plus tard dans la capitale américaine. Ulysse, on dit beaucoup depuis le début de l'après-midi, on parle beaucoup d'un Pearl Harbor terroriste. Ça peut avoir le même impact sur l'opinion américaine ? Ah oui, et c'est même encore pire que Pearl Harbor, car Pearl Harbor c'était très loin, c'était en Asie, alors que là c'est New York Pearl Harbor, c'est le cœur de l'Amérique, c'est le Pentagone. Donc évidemment le traumatisme va être considérable, et déjà on entend au Capitole, au Congrès, des voix qui s'élèvent pour dénoncer l'absence de mesures contre ce type d'acte de terrorisme, l'absence de prévision, l'absence de diagnostic, de pronostic de la CIA qui aurait dû faire son travail et qui ne l'a pas fait. Pourquoi n'a-t-on eu aucune information sur ce qui se tramait? À l'heure actuelle d'ailleurs, les services de sécurité américains ont fait savoir qu'ils n'avaient reçu aucune menace précise concernant ces attentats. Aucun communiqué d'ailleurs encore à l'heure actuelle pour revendiquer ces attentats, mais visiblement la déficience des services de sécurité américains est terrible, et l'impact de ces attentats est tel que pour l'opinion publique américaine cela va être un choc comparable à ce qui s'est passé. Je crois que c'est le plus grave acte de guerre commis contre l'Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci Ulysse, vous restez avec nous bien évidemment, et nous resterons en direct tout au long de la soirée avec toutes nos équipes, et toujours pour voir ces images terribles qui nous viennent en direct des États-Unis, et puis des scènes de joie aussi qui nous viennent du côté palestinien de Jérusalem. Puis on va revenir à la catastrophe elle-même, donc ces deux appareils de ligne avec des passagers à bord, avec en tout 156 passagers qui se sont écrasés sur le World Trade Center. Là on voit des images qui viennent d'un tout autre endroit. J'espère que ça n'est pas à New York, ces images-là, on les a enchaînées. C'est les territoires occupés. C'est dans les territoires occupés, bien évidemment. On va réécouter quelques images on va revoir réécouter quelques témoignages d'Américains qui ont assisté à cet accident. C'est un commentaire de Valérie Fayolle. Toutes les rues menant au cœur de Manhattan sont bouclées. Il reste encore une tour debout. Il est 10h05, heure locale. Les policiers new-yorkais dévient la circulation pour permettre aux ambulances et aux véhicules de pompiers de rejoindre, sirène hurlante, le quartier du World Trade Center. Dans les rues, des passants éberlués, encore sous le choc. Les premiers témoins du drame racontent, certains ont vu la mort de près. J'étais au 36e étage de la tour. Tout autour de nous, ça bougeait comme pour un tremblement de terre. Le bâtiment vacillait sur lui-même. Quelques personnes nous ont pris en charge. L'évacuation s'est faite dans le calme, merci mon Dieu. Nous regardions l'immeuble en feu et nous avons vu des gens sauter par les fenêtres. C'était absolument terrible.
terrifiant. Parmi les blessés, il faut aussi compter plusieurs policiers qui étaient en faction dans le périmètre des Twin Towers lorsque l'une d'entre elles, fragilisée par l'impact et les multiples explosions, s'est effondrée sur elle-même. J'étais dans un des World Trade Center. Qu'avez-vous vu? On évacue? Dès que l'avion nous a percutés, j'ai été projeté contre une vitre. J'ai eu de la chance d'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui essayent de descendre, des gens qui brûlent. La fuite est devenue de plus en plus éperdue. La deuxième tour s'effondre. Il est 10h30. La deuxième et dernière tour du World Trade Center vient de s'effondrer. Il est 10h30. Les équipes de télévision américaines tentent de mettre des mots sur l'indicible horreur, sans savoir quand le cauchemar s'arrêtera pour les New-Yorkais. Le maire de la ville, Rodolphe Giuliani, a demandé à ses concitoyens de quitter le sud de l'île de Manhattan, précisant qu'il y avait un nombre terrifiant de victimes. Immédiatement, tous les vols aériens commerciaux ont été interdits sur le territoire américain. Les lignes ferroviaires ont également été interdites dans certaines régions. Et puis, les mesures de sécurité ont fait tache d'huile un peu partout dans le monde, avec la fermeture de l'espace aérien d'Israël à tous les vols internationaux. Et puis, en France, la décision du gouvernement et du président de la République de remettre en vigueur le plan Vigipirate, un plan Vigipirate renforcé. Jacques Chirac, quand il a appris la nouvelle, était à Rennes, vous le savez, où il était en voyage depuis 2 jours. Il a très fermement condamné cet attentat avant de rentrer immédiatement vers Paris. Écoutez le chef de l'État. Mais vous avez probablement appris dans la demi-heure qui vient de s'écouler les drames qui se passent actuellement avec les attaques terroristes dont les États-Unis sont l'objet. Nous suivons depuis une demi-heure les événements naturellement de minute en minute et je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. Je vais donc vous demander l'autorisation de vous quitter. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette tragédie. J'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. Voilà, le président de la République est donc, juste après cette déclaration, rentré à Paris, où il a réuni autour de lui un conseil restreint au palais de l'Élysée. Il y avait déjà eu un peu avant une réunion de crise à l'hôtel Matignon avec le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui a annoncé le déclenchement du plan Vigipirate. Et puis il y a eu donc ce conseil restreint à l'Élysée, où on va retrouver en direct Isabelle Thor pour nous expliquer ce qui s'est dit au cours de ce conseil. Isabelle ? On n'a pas le son avec Isabelle Thor, on ne vous entend pas. Oui, vous m'entendez ? Allez-y, on vous entend maintenant. Oui, alors il m'est difficile bien sûr de vous dire ce qui se dit en ce moment dans ce conseil restreint sous la présidence de Jacques Chirac. Il a débuté depuis plus d'une demi-heure. Il y a bien sûr le Premier ministre Lionel Jospin et 4 membres du gouvernement concernés, le ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant, le ministre de la Défense Alain Richard et Hubert Védrine, le ministre des Affaires étrangères. Les mêmes étaient réunis, vous l'avez dit tout à l'heure, à Matignon, un peu plus tôt, plus d'1 heure. Une réunion à l'issue de laquelle Daniel Vaillant a annoncé un plan Vigipirate renforcé. Alors on peut imaginer que Jacques Chirac s'intéresse de très près aux détails de ce plan Vigipirate, car si ces attentats monstrueux ont eu lieu outre-Atlantique, toutes les précautions bien sûr sont quand même à prendre sur notre territoire. Alors vous l'avez entendu aussi, le président de la République a dit son émotion avant de revenir précipitamment de son voyage en Bretagne. Il est envisagé qu'à l'issue de ce conseil restreint, Jacques Chirac prenne à nouveau la parole. Peut-être donnera-t-il 1 ou 2 informations concernant ces attentats ou annoncera-t-il quelques initiatives de la part de la France. Et vous nous rappelez aussitôt que ce conseil est terminé, Isabelle, pour nous donner les informations. L'essentiel en France, donc, c'est la réactivation du plan Vigipirate, un plan Vigipirate renforcé. Il avait été mis en place, vous vous souvenez, après les attentats de 95, qui avaient été revendiqués par le GIA en France et qui avaient fait chez nous 8 victimes et des centaines de blessés. Le dispositif n'avait jamais été complètement abandonné. Il est réactivé et il est même renforcé. On a
entendu le président de la République dire son émotion et annoncer son retour immédiat sur Paris. Lionel Jospin, bien évidemment, lui aussi, a pris la parole cet après-midi et s'est dit horrifié par ce qui s'était passé à New York. Écoutez le Premier ministre. C'est évidemment une nouvelle tragique qui nous a tous frappés cet après-midi. Ce sont des attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent qui ont frappé le World Trade Center, le Pentagone, sans doute d'autres lieux dans des grandes villes américaines. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable, des pensées d'émotion à l'égard des victimes, de leurs familles, et l'expression d'une solidarité profonde à l'égard du peuple américain. Nous devons tirer quelques conséquences de cette situation, même si elle frappe de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai donc demandé au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Transports de me rejoindre à Matignon. Ils viennent d'arriver dans mon bureau et nous allons examiner de façon calme et rigoureuse ce que nous avons à faire. Il y a des conséquences? J'ai eu une conversation avec le président de la République qui, vous le savez, revient de Bretagne, où il était, et nous aurons sans doute à examiner ensemble, là aussi, les décisions qui doivent être les nôtres. Voilà, et donc quelques minutes plus tard, la décision de réactiver le plan Vigipirate était annoncée. Et puis j'ajoute qu'il y aura aussi une réunion des chefs de la diplomatie de toute l'Union européenne dès demain à Bruxelles. Nous recevons toujours des images des États-Unis où on voit toujours le Pentagone en flammes. Les deux tours du World Trade Center, vous le savez, elles, se sont totalement effondrées. Et partout dans le monde, il y a des mesures de sécurité. Par exemple, on vient d'apprendre la fermeture totale de l'espace aérien israélien aux avions étrangers. Alors, est-ce qu'on craint aussi des attentats en Israël, Bertrand Aguirre? Bien écoutez, ce que je peux vous affirmer en effet aujourd'hui, c'est que Ariel Sharon a d'abord ordonné l'évacuation de toutes les représentations diplomatiques israéliennes aux États-Unis. Et puis on a appris en effet il y a quelques minutes que le ministre des Transports, Ephraim Snee, avait ordonné que l'espace aérien israélien soit fermé, excepté les vols d'El Al. À l'heure actuelle, des F-16 de l'armée de l'air israélien volent dans le ciel israélien, une sorte de bouclier. Maintenant, de là jusqu'à dire que l'on craint des attentats aujourd'hui, je crois que c'est encore un peu trop tôt. Bertrand, est-ce qu'on peut redire un mot également des revendications? On avait parlé de quelqu'un se disant être du FDLP en début d'après-midi, avait revendiqué apparemment une revendication pas sérieuse et pas de revendication depuis. Absolument, c'est un coup de téléphone qui a été donné à une télévision, qui a une antenne ici, une télévision d'Abu Dhabi. Un individu avait donc réclamé, revendiqué les attentats aux États-Unis. L'on a pu nous-mêmes passer quelques coups de téléphone aux dirigeants du FDLP ici et tous ont démenti cette information. Merci Bertrand, on vous retrouve tout au long de la soirée en direct avec nous. Je vous rappelle que l'espace aérien israélien est interdit aux avions étrangers et que l'espace aérien américain a été interdit à tout survol, tout décollage, tout atterrissage d'appareils, que ce soit des appareils domestiques ou des appareils internationaux. D'ailleurs, 7 avions d'Air France qui étaient en route vers les États-Unis ont dû faire demi-tour et c'est dire l'important, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que le survol des États-Unis est totalement interdit aux avions commerciaux. On va revenir à la catastrophe elle-même pour essayer de comprendre comment ça a pu se passer et comment les immeubles ont pu s'effondrer. Avec nous, un responsable du centre scientifique et technique du bâtiment, World Trade Center. On peut rappeler ce que c'est, Monsieur Baloche. C'est 410 mètres de haut, 2 fois la tour Montparnasse. Est-ce que quand on construit des immeubles de ce genre, on peut imaginer qu'un jour un avion va les percuter? Non, on n'utilise pas du tout pour le dimensionnement, on utilise le vent essentiellement, le séisme si on est en région sismique. Mais on ne peut pas imaginer des attentats de ce type. On n'imagine pas du tout que les conditions de dimensionnement puissent intégrer le choc d'un avion aussi important. Vous avez vu comme nous les images tout au long de l'après-midi, ces deux appareils, des Boeing, donc des appareils, de gros appareils commerciaux, des Boeing qui percutent de plein fouet avec leur carburant. Ça explique
à eux seuls ces explosions, que les deux tours se soient effondrées plus tard? Oui, c'est très possible parce que, en fait, le carburant des avions a dû provoquer une montée en température considérable des éléments de la structure à l'endroit du choc. Et la montée en température donne lieu à une diminution de la résistance des matériaux. Et donc, au bout d'un certain temps, les matériaux ne sont plus capables de supporter le poids de la tour. Surtout si une partie de cette structure a été endommagée d'un côté et a provoqué une dissymétrie. Quand on voit les images, à la fois surtout du moment où les avions ont percuté les tours, vous pensez que les gens qui étaient en dessous ont eu le temps de s'enfuir avant que les tours ne s'effondrent? Il y a eu une demi-heure entre les deux à peu près. J'en sais rien du tout. Je ne peux pas vous répondre. Il y a des gros ascenseurs dans des tours comme celle-là? Oui, évidemment. Il y a des ascenseurs très importants qui sont situés dans la partie noyau central, mais de là à savoir si ces ascenseurs ont pu fonctionner, on ne peut pas le savoir. Je vous rappelle qu'il y avait 25 000 personnes dans ces deux tours du World Trade Center qui étaient à 9h30 du matin. Une heure de pointe, que les rues étaient bondées également et que des débris ont dû tomber. Quand une tour comme celle-là s'effondre, on voit de temps en temps en France des petites tours, des barres d'immeubles qu'on fait s'effondrer. Ça provoque une fumée énorme, ça provoque beaucoup de choses. Est-ce que là, à votre avis, ça a détruit beaucoup de choses autour des tours elles-mêmes? Tout dépend des avoisinances. Mais il y a effectivement une masse considérable de matériaux qui sont tombés de grande hauteur. Il a pu y avoir des effets sur le voisinage. Tout dépend de. Oui, les rues ne sont pas très larges autour. Tout à fait. Donc il y avait beaucoup de monde et un témoin tout à l'heure nous a indiqué que ça n'avait pas été complètement évacué, ni la zone au pied des tours, ni les tours elles-mêmes qui étaient en cours d'évacuation quand ça s'est effondré, provoquant cette fumée terrible, des images d'apocalypse que nous regardons depuis le début de l'après-midi. Bernard Volcker, vous nous disiez que personne n'avait intérêt à commettre ce genre d'attentat. Sauf un extrémiste qui s'appelle Osama Bin Laden. Mais vous savez, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. On peut se demander maintenant quelles sont les chances de trouver le ou les commanditaires de ces attentats. Qui a déclaré la guerre aux États-Unis? Alors si ces attentats ne sont pas revendiqués, ce qui est peut-être probable, de deux choses l'une. Ou les enquêteurs américains ont de la chance, c'est ce qui s'est passé lors de l'attentat d'Oklahoma City, parce que Timothy McVeigh, il a été arrêté dans les 5 minutes. Pourquoi? Parce que la plaque d'immatriculation de sa voiture avait un défaut, et il y a un agent de police qui l'a arrêté, qui l'a contrôlé, et lorsque l'agent de police a appris que l'attentat avait eu lieu, il a dit: je vais vous emmener au commissariat, je vais vous garder. Donc Timothy McVeigh. Et là, il y a une organisation beaucoup plus sophistiquée. Et là, c'est beaucoup plus sophistiqué. Alors, soit un des membres du commando ou un des membres de la logistique est en train, peut-être en ce moment, a été arrêté. Peut-être que les membres du commando étaient 5 ou 6 et que l'un a été arrêté dans un aéroport ou dans un parking en train de s'enfuir, parce que là, la vigilance des services de sécurité est naturellement tout à fait en éveil. Donc peut-être qu'il y en a déjà un qui est interrogé par le FBI. Ça, c'est possible. Mais sinon, le FBI, maintenant, il va mettre ses milliers d'agents, ses milliards de dollars pour trouver qui a commis ces attentats, qui en est le commanditaire. Et ça, ce n'est qu'une question de jour. On le saura. Alors, les premiers regards se sont tournés vers des organisations extrémistes pro-palestiniennes. Et Yasser Arafat, lui-même, dans l'après-midi, peu de temps après les attentats, lui-même fermement condamné cette catastrophe qui se passait aux États-Unis. Écoutez Yasser Arafat. First of all, I am offering my condolences. Présenter mes condoléances et celles de tous les Palestiniens au président américain George Bush, ensuite à son gouvernement, et puis surtout au peuple américain après cette terrible catastrophe. Nous sommes choqués, nous sommes effondrés, c'est tout simplement incroyable. Voilà, donc Yasser Arafat a condamné les attentats terribles de New York et de Washington, où le Pentagone, je vous le rappelle, est toujours en flammes. On le voit sur ces images qui nous parviennent toujours en direct. Un avion de ligne, là aussi, a percuté de plein fouet le Pentagone, comme 2 autres l'avaient fait sur les tours du World Trade Center. Partout, des mesures de sécurité exceptionnelles sont prises depuis le début de l'après-midi. En France, on le sait, le plan Vigipirate a été réactivé. Israël a interdit le survol de son territoire à tous les avions étrangers. Des mesures de sécurité à Bruxelles, où le siège de l'OTAN a été partiellement évacué du personnel non indispensable. Aux États-Unis, les aéroports sont fermés. L'aéroport de Los Angeles a été évacué. Mesures de sécurité également renforcées en Russie, où le président Poutine vient d'appeler à une action internationale contre le terrorisme. On retrouve à Moscou Françoise-Marie Morel.
Françoise ? Oui, écoutez, Jean-Pierre, la Russie est en état de choc. La Russie est un pays comme les autres et tout le monde ici est catastrophé, traumatisé. Personne ne pouvait imaginer que la puissante Amérique puisse être le théâtre de telles horreurs. Alors à Moscou, Moscou a cessé de fonctionner cet après-midi puisque tout le monde était devant son téléviseur et suivait en direct le déroulement des attentats, le drame que vivait la population américaine. Vladimir Poutine a parlé d'horribles tragédies. Il a adressé un télégramme au président américain George Bush dans lequel il a déclaré que de tels actes ne devaient pas rester impunis. La Russie a donc proposé son aide aux États-Unis. Vladimir Poutine a réuni ce soir au Kremlin une cellule de crise. Les forces de l'ordre sont donc en état d'alerte. La sécurité a été renforcée dans les aéroports, dans les gares, mais également autour de tous les bâtiments officiels. Le ministère des situations d'urgence est lui aussi en état d'alerte. 2 Iliochines sont prêts à décoller pour se rendre n'importe où en Russie. La Russie, comme la France, redoute d'être à son tour le théâtre d'attentats, redoute une escalade en fin de compte des actes terroristes. Moscou, disons, est ce soir choqué par ce deuil donc qui frappe les États-Unis. Et là aussi des mesures de sécurité exceptionnelles dans toute la Russie. Merci Françoise-Marie Morel. Autre conséquence de ce qui s'est passé, on peut en dire un mot avec vous Jean-Marc Sylvestre, le plongeon immédiat de toutes les places financières de la planète, car le World Trade Center c'est le symbole de la puissance financière américaine qui était touchée. C'est non seulement le symbole, mais c'est aussi le cœur du capitalisme américain, du capitalisme international, parce que beaucoup d'institutions financières ont leur siège ici au World Trade Center. Nous sommes à 2 pas de Wall Street. C'est dans la minute qui a suivi l'annonce des attentats de New York que les bourses européennes, elles, se sont effondrées, puisque à New York, on était fermé. À Paris, on a perdu plus de 7%. On va le voir sur ce tableau. Londres, qui a été fermé et évacué en début d'après-midi, aura finalement cédé 5,45%. Francfort, pratiquement 10%. Zurich, vous le voyez, 7%. Milan, 7,5%. Bruxelles, 5,46%. Amsterdam, 7%. Madrid, 5%. Voilà pour l'ensemble du continent européen qui a immédiatement et très rapidement réagi à la baisse, retrouvant ainsi des niveaux de 99. Conséquence de cette panique, eh bien, le prix du dollar a brutalement flambé, prenant plus de 10% en quelques minutes à plus de $30 le baril, parce que bien sûr, on se remémore la guerre du Golfe et bien sûr, on craint des risques sur les approvisionnements en pétrole. Tout comme l'or, qui est une valeur refuge très symbolique et très traditionnelle, qui est monté à $280 l'once. Alors les milieux d'affaires qui sont déjà déprimés, on le sait, par le ralentissement économique mondial, ont évalué très rapidement et très gravement les risques nouveaux qui pèsent sur la planète. Les terroristes, vous le disiez, ont attaqué des édifices qui abritent les grandes institutions financières proches de Wall Street, qui sont des édifices d'ordinaire parmi les mieux protégés. Ils ont voulu montrer combien la première puissance économique et militaire du monde était finalement très vulnérable. Alors les investisseurs se souviennent là encore des effets de la guerre du Golfe, des effets des menaces d'attentats qui ont suivi. Le spectacle apocalyptique de cet après-midi a littéralement figé l'ensemble des acteurs du monde des affaires. Un spectacle, on vient de revoir ces images absolument terribles de l'effondrement de ces 2 tours où se trouvaient peut-être encore des dizaines de milliers de personnes. Il y en avait 25 000 au moment où les appareils les ont percutés. Elles se sont complètement effondrées environ une demi-heure après. Tout le monde, bien évidemment, n'avait pas pu être évacué et on n'a toujours pas de bilan. Il doit être absolument apocalyptique également. On parlait des conséquences financières, conséquences dans toute l'Europe avec des mesures de sécurité renforcées, je viens encore de vous le dire. Et puis ce plan Vigipirate réactivé en France après la réunion d'un conseil de crise autour de Lionel Jospin à l'hôtel Matignon. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, au moment où il a annoncé la réactivation de ce plan. Le Premier ministre vient d'ores et déjà de décider le déclenchement du plan Vigipirate renforcé, ce qui signifie la mobilisation de toutes les forces de sécurité et des forces armées pour assurer la protection et la sécurité des Français. Le plan Vigipirate renforcé permet de renforcer la sécurité des lieux publics que sont les aéroports, les gares, les transports publics, les bâtiments publics, publics ou privés, et tous les établissements accueillant un nombreux public. Il n'y a pas de menace identifiée pour notre pays, mais le gouvernement a un devoir de précaution et de vigilance qu'il exerce.
voilà, devoir de précaution, même s'il n'y a aucune menace. Si vous voulez des informations, si vous connaissez des Français qui habitent aux États-Unis, à Washington ou à New York, vous voulez des informations, le Quai d'Orsay vient de mettre en place un numéro d'information à la disposition du public. Vous pouvez l'appeler, vous allez le voir s'inscrire sur l'écran, c'est le 01 45 55 80 00 01 45 55 80 0, une cellule de crise au Quai d'Orsay pour renseigner le public si vous avez de la famille ou des amis à New York ou à Washington qui ne vous ont pas encore appelé. Et puis aussi un numéro vert pour la compagnie Air France, on va le voir s'inscrire, le 0820 820 820. Air France qui a annulé ou dérouté tous ses vols à destination des États-Unis, mais il y aura d'autres changements aériens puisque le survol par exemple d'Israël a été interdit à tous les avions étrangers il y a quelques minutes, donc là aussi il y aura des changements. Vous avez vu le numéro vert d'Air France. Une émotion considérable aux États-Unis, en France, dans toute l'Europe, en Russie, on l'a entendu à l'instant. Beaucoup d'émotions également au Canada, c'est juste à côté, au Canada, où se trouve Alex Panzani, notre correspondant habituellement à Marseille, vous le savez. Alex, il y a une émotion considérable là-bas au Canada. Les gens se regroupent dans les rues, devant les postes de télévision et pleurent. Beaucoup n'arrivent pas encore à réaliser qu'il ne s'agit pas d'une fiction catastrophe. Beaucoup d'habitants aussi ont des proches aux États-Unis et c'est bien sûr l'angoisse. Mais le Canada se mobilise aussi pour assurer sa sécurité. Il redoute que sa frontière très ouverte avec les États-Unis ne soit utilisée par les terroristes. Ce ne serait pas la première fois. L'espace aérien canadien est totalement interdit, sauf aux avions qui n'ont pu se poser aux USA, mais aucun appareil ne peut décoller. Le trafic ferroviaire aussi est suspendu avec le nord-est des États-Unis. Et tous les services de sécurité sont en alerte maximum, particulièrement la gendarmerie royale canadienne qui a reçu pour mission de protéger les intérêts américains, ambassades et consulats. On vient d'ailleurs d'apprendre que la place de la cathédrale à Montréal a été évacuée, on n'en connaît pas encore la raison. Bref, tout le monde ici est bien sûr mobilisé et comme toujours dans l'histoire, le Canada se tient aux côtés des États-Unis. D'ailleurs, le Premier ministre du Canada, M. Jean-Loup Chrétien, vient de dire que ce ne sont pas seulement les intérêts américains qui sont visés par ces attentats, mais les droits des peuples civilisés. Voilà, c'était le témoignage d'Alex Panzani qui se trouvait au Canada, très très touché, avec énormément d'émotions et des mesures de sécurité à leur maximum. On apprend à l'instant également que le personnel militaire américain a été placé en état d'alerte maximale aux États-Unis et dans le monde entier. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a un état d'alerte de ce type, Bernard Volker. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un responsable américain vient de dire que des indications montrent que des personnes liées à Ben Laden seraient derrière les attentats aux États-Unis. On peut dire en deux mots qui est ce fameux Ben Laden ? Eh bien, Ben Laden, Oussama Ben Laden, c'est un milliardaire ou millionnaire saoudien qui a depuis longtemps déclaré la guerre aux États-Unis. Il est derrière 3 attentats très importants. En août 98, 2 attentats contre des ambassades des États-Unis en Afrique, au Kenya, à Nairobi et à Dar es Salaam en Tanzanie. Des attentats qui avaient déjà fait 224 morts, dont 12 Américains et des milliers de blessés. Et ensuite, un autre attentat spectaculaire en octobre 2000, attribué à Ben Laden, à son réseau, une explosion contre un bateau de guerre américain qui était dans le port d'Aden. Il est devenu l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Il l'était déjà. Oui. Il s'est réfugié en Afghanistan, mais les talibans afghans qui sont au pouvoir à Kaboul ont dit ne rien avoir avec cet attentat dans l'après-midi. Il pourrait, lui tout seul, sans le soutien des talibans, avoir organisé ces attentats ? Écoutez, il a déjà réussi à organiser ces attentats en Afrique. Donc rien ne s'oppose à ce qu'il ait pu organiser ces attentats extraordinaires qui ont eu lieu aux États-Unis, puisqu'il contrôle son réseau depuis la grotte dans laquelle il est réfugié en Afghanistan. Ouais. Quoi que disent les talibans, qui eux-mêmes ne contrôlent pas leur propre pays. Ouais, et il faut s'attendre d'ailleurs à une réaction américaine rapide s'il se confirme que cette piste Ben Laden est la bonne en ce qui concerne ce commando, un commando assez sophistiqué. Si vous nous avez rejoint il y a quelques minutes, il est un peu plus de 19h30, eh bien, il faut vous rappeler ce qui s'est passé, ce terrible drame aux États-Unis. 2 avions de ligne, 2 avions commerciaux américains avec 150 passagers à bord de ces 2 appareils, détournés par des terroristes qui ont jeté les avions sur les 2 tours les plus grandes du monde, les 2 tours du World Trade Center où 25 000 personnes travaillaient à cette heure-là. Ces 2 tours se sont effondrés un petit peu après. D'autres terroristes avaient détourné un 3e avion qui, lui, s'est écrasé à Washington. Rappel de tous ces événements avec Véronique Lafont. Il est 9h ce matin à New York quand un premier avion percute l'une des tours du World Trade Center en plein cœur de Manhattan.
18 minutes plus tard, en direct devant les caméras de télévision, un deuxième avion s'encastre dans le deuxième bâtiment des Twin Towers. D'importants nuages de fumée se dégagent. Une heure après, et les images sont apocalyptiques, les tours s'effondrent l'une après l'autre. « 25 000 personnes se trouvaient dans les bâtiments au moment de l'attentat. Impossible de dresser un bilan, le maire de New York parle d'un nombre terrifiant de morts. Scène de panique en plein cœur de New York, des centaines de personnes courent dans tous les sens. Presque simultanément à Washington, 2 explosions secouent le Pentagone, l'équivalent du ministère de la Défense en France. Selon la chaîne Sky News, c'est un avion de ligne qui se serait écrasé. Et le scénario cauchemar n'est pas terminé. 2 heures après le déclenchement de ce que certains appellent déjà un acte de guerre, un Boeing s'écrase près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Au total, 4 attaques terroristes aériennes et ce soir, les États-Unis sont pratiquement coupés du monde. Tous les aéroports du territoire américain sont fermés et les vols annulés. En Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France notamment, ont également annulé tous leurs vols vers les États-Unis. Oui, tous les vols de toutes les compagnies du monde, puisque tout survol est interdit aux États-Unis. Survol interdit pour tous les appareils étrangers également au-dessus d'Israël. Et puis, je vous rappelle que le personnel militaire américain a été placé en état d'alerte maximale, à la fois aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde, après ces terribles attentats qui ont frappé 2 des symboles de la puissance financière et politique américaine. Il y a dans ces tours qui se sont effondrées, bien évidemment, des centaines, des milliers. On ne connaît pas le bilan de victimes. Il y a énormément de blessés également. On a vu tout au long de l'après-midi des dons du sang improvisés dans les rues de New York. On a vu des hôpitaux improvisés dans les rues, tellement il y avait de victimes. Écoutez ce commentaire de Nicolas Escoulan. Les forces armées ici et dans le monde entier sont en alerte. Ouais, on n'a pas de commentaire, on n'a pas le son avec Nicolas Escoulan. Et on va voir si, on va maintenant essayer de savoir, on parlait des conséquences aériennes un peu partout dans le monde, l'annulation des vols d'Air France et de toutes les compagnies du monde vers les États-Unis, l'interdiction du survol de l'État d'Israël. On va retrouver Bénédicte Delfaux qui est à Roissy et qui peut peut-être nous donner des indications. Est-ce la panique la plus totale ou la pagaille la plus totale à Roissy? Et est-ce qu'il y a des mesures de sécurité renforcées déjà? Alors écoutez Jean-Pierre, on ne va pas parler de panique, mais c'est vrai qu'il règne une grande confusion à l'aéroport, puisque au total il y a 7 avions qui ont dû être déroutés. 7 avions, ça signifie des passagers à qui on a dit en plein vol que leur avion allait faire demi-tour sans leur donner plus d'informations. Donc des gens qui sont quand même assez stressés psychologiquement, et d'ailleurs pour lesquels on a installé une espèce de cellule pour leur apporter un soutien, un réconfort si nécessaire. Car parmi ces gens, il y a bien entendu des Américains qui rentraient chez eux, qui ont de la famille aux États-Unis et qui s'inquiètent, c'est bien naturel. Parallèlement à cela, l'aéroport est lui-même fait l'objet d'une sécurité renforcée. Le plan Vigipirate a été remis en place. On a vu circuler dans l'aéroport un certain nombre d'équipes de sécurité avec des chiens en renfort pour effectivement faire en sorte que tout se déroule à peu près dans le calme. Merci beaucoup Bénédicte pour ce témoignage de Roissy. Donc le plan Vigipirate a déjà été réactivé dès cet après-midi après la décision du gouvernement dans tous les lieux publics en France. Un plan, je vous le rappelle, qui avait été mis en vigueur pour la première fois en 1975. On va revoir maintenant ce reportage qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure sur tous ces blessés qui jonchent le sol dans les rues de New York avec Nicolas Escoulan. Le premier avion de ligne vient tout juste de frapper le World Trade Center. Et déjà les premières victimes, puis la panique. Les employés qui venaient d'arriver à leur bureau et qui ne sont pas déjà prisonniers des tours jumelles prennent la fuite. En quelques minutes à peine, un spectacle terrifiant se déroule dans les larges avenues de New York. Dans la cohue, les premiers secours s'improvisent sur les trottoirs.
Mais le pire arrive lorsque l'une des deux tours percutées s'effondre sur toute sa longueur. Des témoins affirment avoir vu des personnes sauter par les fenêtres. En quelques secondes, le World Trade Center se referme sur ses occupants comme un immense cercueil de béton et d'acier. La panique dans les rues prend une toute autre dimension. Ceux qui n'ont pas été soufflés par l'effondrement s'étouffent dans le nuage de poussière qui très vite envahit le sud de Manhattan. D'autres organisent des postes médicaux avancés dans la rue. Les ambulanciers, eux, tentent en vain d'évacuer les victimes dans des hôpitaux débordés alors que les premières écoles sont évacuées. Impossible pour le moment de connaître le nombre des victimes de l'attaque terroriste qui a frappé New York et Washington. Mais les explosions, la panique et surtout l'heure à laquelle la catastrophe est survenue laissent déjà présager le pire. Voilà, le pire peut être des milliers de victimes. Ce qui est certain, c'est qu'à bord des 4 appareils qui ont été détournés par les terroristes, il y avait environ 400 passagers, 300 passagers dans les appareils, 150 passagers dans les appareils qui se sont effondrés sur le World Trade Center et à peu près autant dans l'avion qui est tombé sur le Pentagone et l'autre qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Et maintenant, on va... Qu'est-ce qu'on va voir maintenant, Monsieur Perrault, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Ouais, on va revenir. On va revenir sur ce moment terrible que vous avez peut-être vécu si vous étiez devant TF1 cet après-midi. C'est le moment où ces deux tours, qui avaient été percutées une demi-heure avant par les deux appareils, qui étaient en flammes, leur sommet était en flammes, au moment où elles se sont complètement effondrées. Tout le monde n'avait pas pu être évacué. C'est Jean-François Assoun. À 10h heure locale, la tour sud du World Trade Center en flammes s'effondre suite à l'attaque aérienne. Dans une violence inouïe, des milliers de tonnes de débris sont alors projetées dans les rues alentours. La panique est alors indescriptible. Choqués, hagards ou blessés, les New-Yorkais tentent de fuir et cherchent des secours. Alors qu'il n'a pas été matériellement possible de sécuriser tout le secteur, seulement une demi-heure plus tard, à 10h28, le cauchemar continue. La tour nord en flammes depuis son sommet est touchée par une série d'explosions. Le feu gagne alors tous les niveaux du bâtiment et s'attaque aux fondations. L'un des symboles de New York se désintègre progressivement jusqu'à disparaître complètement dans un énorme nuage de poussière. Étant donné l'ampleur de cette catastrophe sans précédent, aucun bilan de victimes n'est pour l'instant disponible. Voilà, et puis à l'instant, le président Bush qui n'est pas rentré sur Washington, mais qui est arrivé sur un aéroport de Louisiane. C'est que la Maison-Blanche a été évacuée, car il y a aussi des risques d'attentats. C'est pas très loin du Pentagone. On a évacué la Maison-Blanche. Et le président Bush est en Louisiane. Il a dit qu'il a dénoncé une tragédie nationale. Pour lui, c'est une attaque terroriste, ça ne fait pas de doute, ça ne fait de doute pour personne d'ailleurs, même si ça n'est pas encore revendiqué. Et il a promis d'en pourchasser et d'en trouver les auteurs. Bernard Volcker, on peut redire qui peuvent être ces auteurs? Eh bien, ces auteurs, ça peut être effectivement des extrémistes palestiniens, mécontents de l'attitude du gouvernement américain vis-à-vis des Palestiniens dans les territoires occupés. Yasser Arafat a présenté ses condoléances tout à l'heure, mais ça ne paraît pas très logique, parce que le principal interlocuteur du côté américain de Yasser Arafat, c'est quand même depuis 2 ans le directeur de la CIA, George Tenet, et les raisons qui font que ces extrémistes palestiniens ont pu commettre ces attentats ne tiennent pas lorsque l'on sait que les Palestiniens dans les territoires occupés sont complètement infiltrés par les agents américains et par les agents israéliens. Et les Palestiniens n'ont aucun intérêt à créer une telle pagaille. Ils n'ont aucun intérêt, puisque déjà qu'ils perdent actuellement dans la bataille politique et qui se livrent dans les rues face à Israël, on ne voit pas pourquoi, quel serait leur intérêt. Oui, et on reprend, et on retrouve la piste de l'extrémisme Ben Laden. Se mettre à dos les États-Unis serait vraiment tout à fait contre-productif. C'est pour ça qu'on retrouve la piste de Ben Laden, qui a déjà à son actif plusieurs attentats anti-américains, qui est un ennemi juré des États-Unis, qui a déclaré qu'il se vengerait sur les États-Unis de la politique qu'ils mènent au Proche-Orient. Et Ben Laden est-il aidé par un État? Peut-on organiser ce genre d'attentat sans avoir le soutien d'un État? Ça, c'est la question que les responsables américains se posent en ce moment. C'est pourquoi, en attendant d'avoir la réponse, ils ont placé toutes leurs forces armées en état d'alerte. Quel État cela pourrait-il être? Sans doute pas l'Iran, dont le président est plutôt modéré et semble s'acheminer vers une réconciliation avec les Américains. L'Irak, peut-être. C'est la seule hypothèse à laquelle on peut croire aujourd'hui. Mais si il est avéré que Saddam Hussein est derrière Bin Laden dans cette affaire, je crois qu'on va voir de quel bois se chauffent les Américains. Que la riposte américaine risque d'être terrible. Je vous rappelle, les forces armées américaines ont été placées en état d'alerte maximale dans le monde entier. Le siège de l'OTAN
à New York à Bruxelles, pardon, a été évacué et le plan Vigipirate a été réactivé en France. Et il y a des mesures de sécurité dans le monde. On va revenir à la catastrophe elle-même avec d'autres témoins qui ont vu ce qui s'est passé cet après-midi, qui ont vu ces appareils percuter ces deux tours géantes du World Trade Center qui n'existent plus alors qu'il est. Valérie Fayolle. Toutes les rues menant au cœur de Manhattan sont bouclées. Il reste encore une tour debout. Il est 10h05, heure locale. Les policiers new-yorkais dévient la circulation pour permettre aux ambulances et aux véhicules de pompiers de rejoindre, sirène hurlante, le quartier du World Trade Center. Dans les rues, des passants éberlués, encore sous le choc. Les premiers témoins du drame racontent, certains ont vu la mort de près. J'étais au 36e étage de la tour. Tout autour de nous, ça bougeait comme pour un tremblement de terre. Le bâtiment vacillait sur lui-même. Quelques personnes nous ont pris en charge. L'évacuation s'est faite dans le calme, merci mon Dieu. Nous regardions l'immeuble en feu et nous avons vu des gens sauter par les fenêtres. C'était absolument terrible, terrifiant. Parmi les blessés, il faut aussi compter plusieurs policiers qui étaient en faction dans le périmètre des Twin Towers, lorsque l'une d'entre elles, fragilisée par l'impact et les multiples explosions, s'est effondrée sur elle-même. J'étais dans un des World Trade Center. Qu'avez-vous vu? On évacue? Dès que l'avion nous a percutés, j'ai été projeté contre une vitre. J'ai eu de la chance d'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui essayent de descendre, des gens qui brûlent. La fuite est devenue de plus en plus éperdue. La deuxième tour s'effondre. Il est 10h30. La deuxième et dernière tour du World Trade Center vient de s'effondrer. Il est 10h30. Les équipes de télévision américaines tentent de mettre des mots sur l'indicible horreur, sans savoir quand le cauchemar s'arrêtera pour les New-Yorkais. Le maire de la ville, Rodolphe Giuliani, a demandé à ses concitoyens de quitter le sud de l'île de Manhattan, précisant qu'il y avait un nombre terrifiant de victimes. Un nombre terrifiant de victimes, l'horreur absolue, l'attentat le plus dramatique qu'on ait jamais vu sur la planète. Et partout, donc, des mesures de sécurité renforcées. Pour ce qui nous concerne directement en France, le plan Vigipirate a été réactivé. Un plan Vigipirate renforcé, il avait été mis en place, vous vous en souvenez, après la vague d'attentats de 1995. Il n'avait jamais vraiment complètement disparu. Ce soir, il est complètement réactivé. On a vu tout à l'heure en direct de Roissy qu'il était déjà en place. Candice Mahou. Le plan Vigipirate, c'est un renforcement général des contrôles dans tous les lieux publics. Les douaniers sont postés autour des aéroports pour en contrôler l'accès. Des blindés sont même disposés le long des pistes pour protéger les avions. À Roissy, en 1995, le plan Vigipirate avait engendré le déploiement de 900 douaniers, 1000 agents de la DICILEC, l'ancienne police de l'air et des frontières, et d'une centaine de militaires. Des militaires déployés sur tout le territoire pour aider le travail des 75 000 gendarmes, des 130 000 policiers et des 15 000 douaniers mobilisés lors des plans Vigipirate renforcés. Des douaniers qui vont devoir également renforcer la surveillance aux frontières, un peu plus relâchée depuis les accords de Schengen. Dans les gares et dans le métro aussi, le moindre paquet suspect est traqué, les identités sont vérifiées et de nombreuses fouilles sont effectuées. Et l'armée se tient en réserve sur l'ensemble du territoire. Voilà, plan Vigipirate renforcé dans toute la France, mesures de sécurité exceptionnelles également en Israël, il faut le rappeler, où le survol du territoire israélien a été interdit pour tous les appareils étrangers et survol totalement interdit sur le territoire des États-Unis. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'aucun avion commercial ne peut survoler les États-Unis. Plusieurs appareils d'Air France ont fait demi-tour, 7 avions d'Air France ont dû faire demi-tour et revenir vers Paris. Et je vous rappelle qu'Air France a mis en place un numéro de téléphone avec une cellule de crise aussi pour informer tous les passagers. C'est le 0820 820 820, un numéro vert pour avoir des informations. Si vous souhaitez prendre l'avion ce soir, ça va être la grande pagaille dans les aéroports. Bernard Volcker, on refait un point. Jamais il y a eu un attentat aussi grave dans le monde. Non. Le mot qui vient à l'esprit lorsque l'on voit ces images, et ça rappelle les images qu'on a vues récemment dans un film américain, c'est Pearl Harbor. Parce que jamais, sans aucun avertissement, les Américains avaient subi des dégâts pareils. Là, c'est le cœur de l'Amérique qui est frappé, Wall Street, Washington, et ce sont des kamikazes islamistes, sans doute, dirigés depuis l'Afghanistan, qui ont réussi une opération extraordinaire.
Tellement elle est sophistiquée. Tellement elle est sophistiquée. 4 appareils commerciaux ont été détournés, il faut le rappeler, à peu près au même moment. 2 d'entre eux ont frappé les tours du World Trade Center à 18 minutes d'intervalle. Et puis un petit peu après, ça a été le Pentagone. Un petit peu après, un autre appareil s'est écrasé en Pennsylvanie. Donc ça implique une grosse organisation. L'ancien chef du Mossad, les services secrets israéliens, rend en quelque sorte, entre guillemets, hommage au professionnalisme de Ben Laden en disant « Celui qui a perpétré des attentats comme ceux d'aujourd'hui mérite un grand crédit pour être capable de planifier et d'exécuter ce genre d'attaque terroriste compliquée sans qu'aucune fuite ne se produise avant. » Donc effectivement, c'est une organisation extrêmement sophistiquée qui a déjoué toutes les précautions prises depuis des années contre Bin Laden par les services de sécurité américains, qui sont quand même les plus puissants, les mieux financés du monde entier. D'accord, mais qui ont été complètement débordés, qui n'ont absolument pas ni prévu ce qui a pu se passer. On dit que ça ressemble au scénario du film La Tour Infernale, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça a été raconté dans des livres, ça d'ailleurs, des avions qui frappaient le World Trade Center, mais on n'imaginait pas qu'un jour ça pourrait devenir réel, c'est l'attentat. Là c'est la guerre déclarée aux États-Unis. Tout à fait. C'est plus qu'un attentat. Tout à fait, un attentat qui a frappé donc les États-Unis à 9h30 ce matin, au moment où les bureaux du World Trade Center étaient pleins. Il y avait 25 000 personnes à l'intérieur. Les 2 tours se sont complètement effondrées quelques minutes plus tard. On entend de nouveaux témoignages regroupés par Valérie Fayolle. Toutes les rues menant au cœur de Manhattan sont bouclées. Il reste encore une tour debout. Il est 10h05, heure locale. Les policiers new-yorkais dévient la circulation pour permettre aux ambulances et aux véhicules de pompiers de rejoindre, sirène hurlante, le quartier du World Trade Center. Dans les rues, des passants éberlués, encore sous le choc. Les premiers témoins du drame racontent, certains ont vu la mort de près. J'étais au 36e étage de la tour. Tout autour de nous, ça bougeait comme pour un tremblement de terre. Le bâtiment vacillait sur lui-même. Quelques personnes nous ont pris en charge. L'évacuation s'est faite dans le calme, merci mon Dieu. Nous regardions l'immeuble en feu et nous avons vu des gens sauter par les fenêtres. C'était absolument terrible, terrifiant. Parmi les blessés, il faut aussi compter plusieurs policiers qui étaient en faction dans le périmètre des Twin Towers, lorsque l'une d'entre elles, fragilisée par l'impact et les multiples explosions, s'est effondrée sur elle-même. J'étais dans un des World Trade Center. Qu'avez-vous vu, on évacue? Dès que l'avion nous a percutés, j'ai été projeté contre une vitre. J'ai eu de la chance d'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui essayent de descendre, des gens qui brûlent. La fuite est devenue de plus en plus éperdue. La 2e tour s'effondre. Il est 10h30. La 2e et dernière tour du World Trade Center vient de s'effondrer. Il est 10h30. Ça a explosé. Je suis descendu. Je suis vivant, ma femme aussi. J'étais au 82e étage et je suis descendu par l'escalier. Et puis tout s'est effondré. C'était comme une grosse bombe. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'atteigne le rez-de-chaussée. C'était plein à craquer, j'ai été piégé avec un autre type. On a rampé vers l'extérieur et puis j'ai été touché à la tête. Les équipes de télévision américaines tentent de mettre des mots sur l'indicible horreur, sans savoir quand le cauchemar s'arrêtera pour les New-Yorkais. Le maire de la ville, Rodolphe Giuliani, a demandé à ses concitoyens de quitter le sud de l'île de Manhattan, précisant qu'il y avait un nombre terrifiant de victimes. Un nombre terrifiant de victimes. Il y avait dans les 2 tours, au moment de l'impact des 2 avions, il y avait 25 000 personnes. On imagine, on a vu les images de ces explosions, les débris qui ont dû tomber partout, dans toutes les rues, dans tout le quartier, puis ces tours qui se sont effondrées, alors que l'immeuble n'était pas complètement évacué. On était en direct tout à l'heure avec un témoin qui a vu ces tours s'effondrer alors que les rues étaient bondées de monde au pied de l'immeuble. Donc on s'attend à un nombre terrifiant de victimes. Il y a moins de victimes à Washington, semble-t-il, où c'est le Pentagone qui était visé par un 3e avion kamikaze, avion de commerce, avion commercial détourné par des terroristes qui s'est écrasé sur le Pentagone. On parlait de 7 ou 8 victimes tout à l'heure, le Pentagone qui était lui toujours en flammes. Et on revoit ces images avant que les 2 tours ne s'effondrent. Aujourd'hui, le paysage de Manhattan a changé. Ces 2 tours, symboles de la puissance financière des États-Unis, ces 2 tours ont disparu. Elles se sont totalement effondrées après ces attentats effroyables de la journée. Avec nous, le capitaine Vibert des sapeurs-pompiers de Paris. Vous avez passé une partie de l'après-midi avec nous. Au moment où elles se sont effondrées, il y avait à votre avis beaucoup de sauveteurs à l'intérieur?
il devait y avoir une masse assez importante de sauveteurs, parce que en matière d'incendie, il faut agir rapidement, faire coup de poing sur la catastrophe. Donc ils ont dû s'engager massivement pour porter secours, essayer de sauver les personnes qui étaient bloquées dans les étages supérieurs. Donc on imagine très facilement qu'il y ait eu beaucoup de sauveteurs engagés dans le premier bâtiment, puis dans le second, et malheureusement lorsque les tours sont effondrées, c'était la catastrophe, parce que les sauveteurs ont été piégés également dans cet attentat. On a entendu tout à l'heure des témoignages de sauveteurs totalement effondrés. Après l'impact des deux avions et le kérosène qui a explosé, vous pensez qu'il pouvait y avoir des survivants au-dessus, ou tout de suite il y a dû y avoir une fumée absolument terrible? Il y a eu un facteur vraisemblablement très marquant pour les victimes dès le départ, c'était l'élévation de température. Il a dû faire une chaleur phénoménale à l'intérieur même de la structure de l'immeuble, l'effet de souffle, l'effet mécanique. Enfin là, je crois, pour synthétiser, c'est ce qu'on peut redouter le plus en matière d'attentat, et on ne peut pas faire grand-chose en matière de prévention contre ce risque. D'autant plus qu'il s'agissait de deux gros appareils chargés de kérosène, avec dans chacun d'entre eux une soixantaine de passagers, et sans doute aux commandes des terroristes eux-mêmes, Bernard Bocquer, car les pilotes eux-mêmes n'auraient pas précipité leurs avions, même sous la menace d'une arme, sur ces tours. Ils étaient sans doute peut-être tués par les terroristes avant que les terroristes ne prennent les commandes. Non, parce qu'il y a eu plusieurs détournements d'avions déjà opérés par des terroristes, et ça ne s'est jamais terminé comme ça, parce que dans la plupart des cas, lorsque le terroriste était seul, l'équipage a réussi à maîtriser cette personne, tandis que là, visiblement, il s'agissait de quelqu'un qui savait piloter, et d'autres... Et donc 4 appareils, car 4 appareils ont été détournés, et 4 appareils se sont écrasés. C'est pour ça que c'est un réseau extrêmement sophistiqué qui est en place depuis longtemps et qui a réussi à commettre ces 4 attentats en même temps, parce que c'est aussi... Et on revoit l'image terrible du moment où le deuxième avion, au moment où toutes les télévisions avaient interrompu leur antenne pour filmer l'impact du premier avion sur la première tour, on a vu le deuxième appareil, 18 minutes plus tard, frapper de plein fouet cette deuxième tour géante du World Trade Center. Donc il ne faut pas trouver 4 kamikazés, il faut en trouver au moins 8, ou sinon plus, pour maîtriser l'équipage, parce qu'une fois que vous êtes dans cette configuration, le commandant de bord va lutter jusqu'au bout pour essayer de préserver son avion. Alors là, on ne voit pas de mouvement de l'avion qui indique que le commandant est tenté de se détourner d'un côté ou de l'autre. Lorsque l'avion d'Égyptair a été coulé par le commandant, le copilote, et le commandant de bord a essayé de résister, et on l'a entendu, on a vu ensuite que jusqu'au bout, le commandant de bord avait essayé d'empêcher l'avion de s'écraser dans la mer. En tout cas, Bernard, l'état d'alerte maximum pour toutes les forces armées américaines aux États-Unis et dans le monde, des mesures de sécurité renforcées. En Europe, l'espace aérien israélien interdit à tout survol d'avions étrangers. Aux États-Unis, même pour la première fois dans son histoire, il n'y a aucun vol. Tous les décollages, tous les atterrissages sont interdits sur tout le territoire américain. Un drame épouvantable, un nombre terrifiant de victimes. Et avant de retrouver Patrick Poivre d'Arvor dans quelques minutes, on va revoir les images les plus fortes de cet après-midi, toujours avec Véronique Lafont. Il est 9h ce matin à New York quand un premier avion percute l'une des tours du World Trade Center en plein cœur de Manhattan. 18 minutes plus tard, en direct devant les caméras de télévision, un deuxième avion s'encastre dans le deuxième bâtiment des Twin Towers. D'importants nuages de fumée se dégagent. Une heure après, et les images sont apocalyptiques, les tours s'effondrent l'une après l'autre. « 25 000 personnes se trouvaient dans les bâtiments au moment de l'attentat. Impossible de dresser un bilan, le maire de New York parle d'un nombre terrifiant de morts. Scène de panique en plein cœur de New York, des centaines de personnes courent dans tous les sens. Presque simultanément à Washington, 2 explosions secouent le Pentagone, l'équivalent du ministère de la Défense en France. Selon la chaîne Sky News, c'est un avion de ligne qui se serait écrasé. Et le scénario cauchemar n'est pas terminé. 2 heures après le déclenchement de ce que certains appellent déjà un acte de guerre,
Un Boeing s'écrase près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Au total, 4 attaques terroristes aériennes et ce soir, les États-Unis sont pratiquement coupés du monde. Tous les aéroports du territoire américain sont fermés et les vols annulés. En Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France notamment, ont également annulé tous leurs vols vers les États-Unis. Leurs vols